Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans un instant, nous reviendrons sur cette allocution du président de la République, allocution en effet très importante et qui, soit dit entre parenthèses, a entraîné le report de l'entretien qu'il devait accorder jeudi à 4 journalistes sur les problèmes de politique étrangère. Visiblement, la politique intérieure, depuis les élections municipales, était obligée de prendre le pas dans l'esprit du chef de l'État sur les problèmes extérieurs. Mais avant toute chose, revenons sur cette effroyable catastrophe aérienne que nous apprenions hier à peu près à la même heure dans le courant de ce journal. C'est une catastrophe qui se chiffre par centaines, 562 morts et 72 blessés. C'est dans l'histoire de l'aviation la plus grande catastrophe de tous les temps. Le plus grave accident à ce jour, vous vous en souvenez, avait eu lieu à Ermenonville, près de Paris, 364 morts. Comment donc 2 Boeing 747, le plus gros avion du monde, un Américain et un Hollandais, en sont-ils arrivés à se télescoper sur la piste de l'aéroport de Santa Cruz, aux Canaries? C'est la question à laquelle vont nous répondre deux de nos envoyés spéciaux, Gérard Mérigot et notre envoyé spécial aux Canaries, Jean-Claude Darigo. Au-delà du bilan, au-delà des responsabilités qui ne sont pas encore parfaitement déterminées, reste l'épouvante et reste le cauchemar qu'évoquent ces images prises quelques instants seulement après la collision des 2 géants de l'aviation commerciale. Los Rodeos, l'aéroport de Santa Cruz de Tenerife, est redouté des pilotes du monde entier. Il figure même sur leur liste comme l'un des plus dangereux du monde. Le brouillard y est tellement fréquent qu'il n'est pas rare que ces pistes soient fermées 4 jours par semaine, et cela aurait normalement dû être le cas la nuit dernière. Hier soir pourtant, il fallait se poser à Los Rodeos. Un attentat à l'aéroport de Las Palmas, l'aéroport principal des Canaries, avait obligé les responsables à interrompre pendant quelques heures le trafic des appareils civils. Sur le schéma que vous voyez, vous pouvez comprendre comment s'est produit l'accident. Pris dans le brouillard, le pilote de la Paname se serait trompé de bretelle. Il aurait emprunté la première au lieu de la deuxième pour rejoindre la piste d'envol. À ce moment-là, le 747 de la KLM avait déjà commencé sa manœuvre de décollage, et c'est à près de 300 km à l'heure, sous l'énorme poussée de ces 4 réacteurs qu'il a heurté par l'arrière le Boeing des Pan American Airways qui se trouvait donc à ce moment-là sur sa trajectoire. Des 645 personnes, passagers et membres d'équipage qui se trouvaient à bord, 72 ont survécu, 6 sont dans un état grave, 562 cadavres ont été dégagés des décombres. L'incendie était tel que 95% des corps étaient totalement méconnaissables. Il faudra longtemps pour connaître les raisons exactes de cette catastrophe. Sur place, pourtant, les enquêteurs ont déjà réuni quelques éléments. À 14 h, heure locale, le ministre de l'Air a fait une conférence de presse. Pour le gouvernement espagnol, les premiers rapports des experts sont formels. La tour de contrôle de Santa Cruz ne saurait être mise en cause. Ces documents ont déjà été épluchés. Ils sont irréprochables. Jusqu'à maintenant, et sous réserve des conclusions de l'instruction, on peut avancer que la tragédie de Tenerife a été provoquée par une défaillance humaine, l'erreur d'appréciation d'un pilote. Tout devait se passer normalement, et ceci est l'une des versions émises. Les 2 appareils se suivaient pour une raison encore mal déterminée. L'avion de la Paname a quitté son aire de délestage pour pénétrer sur la piste principale au moment même où de tous ses réacteurs, le jumbo jet de la KLM se lançait pour décoller. La collision était inévitable, elle fut terrible. Les carcasses tordues et noircies qui jonchent encore la piste sont là pour le prouver. Qu'est-ce qui a bien pu inciter le pilote américain à opérer cette manœuvre? On a parlé du brouillard qui tombe très vite sur l'île. Et que dire d'autre dans l'immédiat quand on sait que le pilote du Boeing américain est considéré par sa compagnie comme l'un de ses meilleurs professionnels? En attendant, à Santa Cruz, il y a des morts, des centaines de morts. À quelques mètres de nous, cet après-midi, on a déposé dans un même cercueil les corps calcinés d'une mère et de son enfant, enlacés dans la mort pour toujours. Bien, avec nous pour essayer de comprendre ce drame, un contrôleur aérien, Daniel Houdin, président de l'association professionnelle de la circulation aérienne. Alors essayons de voir ensemble comment ça a pu arriver. Apparemment, donc d'après le ministère de l'Air espagnol, la tour de contrôle est blanchie, mais comment est-ce qu'un pilote peut faire une faute pareille? Est-ce que la tour ne le suit pas en permanence? Mais écoutez, dans une affaire aussi dramatique, je pense qu'il est bon de préciser qu'une catastrophe aérienne est toujours le résultat de facteurs aggravants répétés. En l'occurrence, il y avait des problèmes sur l'aéroport de Las Palmas, du brouillard sur l'aéroport de Tenerife,
des conditions donc qui n'étaient pas des meilleures. D'autre part, on dit que l'aéroport de Tenerife est réputé dangereux. On a pu savoir que certaines bretelles d'accès étaient mal balisées. Il est possible donc qu'un avion, par condition de brouillard fort, se perde sur des taxiways, sur des chemins de roulement. Oui, l'aéroport de Tenerife est en effet un des plus dangereux du monde. Là, je vois sur une dépêche que 7 accidents se sont produits depuis 30 ans. Le dernier, 155 morts en 1972. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des moyens pour que la tour de contrôle suive, disons, à la seconde ce que fait un avion? Oui, bien sûr, c'est un problème d'équipement avant toute chose, et il est certain que nous ne pouvons pas avancer d'hypothèse là-dessus. Cependant, on peut dire que un radar de sol aurait permis de constater une anomalie. L'anomalie, en l'occurrence, étant que 2 appareils se trouvaient sur une même piste, un empêchant l'autre de décoller. C'est l'origine de la catastrophe. Quant à dire que l'aéroport de Tenerife n'en était pas équipé, je ne me prononcerai pas là-dessus. Néanmoins, c'est un système qui rend de bons services, en France en particulier, à Orly. Daniel Oudin, est-ce qu'on peut dire que finalement ce genre de catastrophe devait arriver un jour parce qu'il y a des jumbo jets, parce qu'il y a trop de charters, parce que le ciel est trop encombré? Écoutez, c'est une question très embarrassante parce que les services de sécurité aérienne sont par définition censés apporter toutes les garanties au transport commercial. Il y a 99 chances, 99 et des poussières pour qu'il ne se passe rien, mais le facteur de la fatalité est toujours là. J'en veux pour preuve que le transport aérien demeure actuellement le plus sûr moyen de transport. Je vous remercie. Revenons donc sur l'allocution de Valéry Giscard d'Estaing, une allocution de 13 minutes, très dense, vous l'avez entendu, au cours de laquelle Valéry Giscard d'Estaing a tiré la leçon des municipales et annoncé un certain nombre de décisions. Première décision, la plus spectaculaire, la démission du gouvernement, démission que lui a remise Raymond Barre il y a 1 heure à l'issue de son rendez-vous hebdomadaire. J'ai présenté au président de la République ma démission et la démission des membres du gouvernement. Cette démission a été acceptée. Est-ce que vous êtes chargé de reconduire le nouveau gouvernement, monsieur le Président ? Je n'ai renommé aucune autre déclaration. Le président de la République, vous le savez, parle ce soir à la télévision. La démission n'empêche pas le sourire. Mais voilà, le suspense aura été très court, Noël Copain, puisque Raymond Barre n'en est pas moins reconduit dans ses fonctions pour un nouveau ministère. Alors voyons ensemble, décortiquons cette allocution du chef de l'État. Oui, c'est donc là la décision la plus importante qui a été annoncée tout à l'heure par le président de la République. Ce gouvernement, le président de la République lui assigne une mission de 12 mois. Dans 12 mois, ce sont les élections législatives, donc une première conclusion en tirer. Il n'y aura pas d'élections législatives anticipées. Il le veut muscler, ce gouvernement. Il le veut muscler, et pour cela, il aura 3 caractéristiques. D'abord, ce sera une équipe restreinte de 15 membres. Je crois qu'on peut rappeler qu'il y avait eu un gouvernement Messmer qui avait été également une équipe restreinte à 15 membres. Deuxièmement, les ministres seront choisis en fonction de leur capacité, donc il n'y aura pas de dosage politique. Et puis troisièmement, il y a un principe qui est nettement affirmé par le président de la République, c'est la séparation du gouvernement et des partis politiques. C'est dire que les ministres ne devront plus avoir de responsabilité à la tête de partis politiques. Bon, ça c'est l'aspect le plus spectaculaire de l'allocution du chef de l'État. C'est l'aspect effectivement le plus spectaculaire. Précisons quand même encore les missions de ce gouvernement. C'est d'abord la poursuite du redressement économique et puis un programme d'action qui portera de façon plus précise sur les familles, les personnes âgées et le premier emploi des jeunes. Il faut ajouter aussi que le Parlement sera associé de près à cette action puisque l'Assemblée nationale et le Sénat seront appelés à voter ce programme. Ces décisions, le président de la République les a prises d'abord en conclusion des élections municipales et dans la perspective des élections législatives. Il tire un certain nombre de leçons des municipales. J'ai noté au passage quelques mots ou quelques phrases. La première leçon, c'est que la France est divisée, mais le président de la République refuse de voir dans cette division un combat de 2 armées en campagne, et même au risque d'être accusé de faiblesse ou même, je crois, de complaisance, il maintient le cap sur une politique, un choix volontaire de la patience. Deuxième leçon, les Français veulent le changement, c'est un terme qui est cher au président de la République, mais il met en garde contre le piège du bouleversement.
Troisième leçon, et là le président de la République ajoute qu'elle est sévère et salutaire, c'est la division de la majorité, et le président propose à nouveau le pacte majoritaire dont il a parlé la semaine dernière, et puis le pluralisme organisé, auquel il ajoute un adjectif, le pluralisme accepté. Alors très rapidement, la façon de préparer les législatives. Alors la façon de préparer les législatives, là le président de la République s'engage nettement, parce que, souligne-t-il, les élections engagent elles-mêmes le sort du pays, et ce choix sera pour lui un choix irrévocable. Le président ne revient pas sur ce que sera son attitude au cas la gauche l'emporterait, mais il faut, je crois, souligner cette phrase qui est sans doute l'une des plus importantes. Ce choix, dit-il, vous appartiendra, il sera respecté. Bien, donc un pacte loyal qui s'opposera donc au programme commun. Avec vous, Alain Duhamel, essayons de voir le pourquoi de ces décisions et ce qu'elles vont bien pouvoir changer. Alors d'abord, la procédure de la démission. Raymond Barre a démissionné aujourd'hui, mais demain il sera à nouveau Premier ministre. Ça c'est déjà vu. Oui, alors c'est une procédure qui est à la fois normale et solennelle. Elle est normale, enfin habituelle, dans la mesure où on l'avait déjà vu 3 fois, par exemple. Il y avait eu 3 gouvernements de Pierre Messmer, où il y avait eu plusieurs gouvernements de Georges Pompidou. En même temps, elle est solennelle parce que le président Giscard d'Estaing aurait pu se contenter d'un remaniement du gouvernement de Raymond Barre. Il a préféré qu'il y ait une démission de ce gouvernement, la formation d'un nouveau gouvernement. C'était bien pour montrer qu'après les élections municipales et après la victoire de la gauche, il essayait, ce faisant, de reprendre l'initiative. Ça c'est de nature à satisfaire donc Raymond Barre. Oui, alors c'est de nature à satisfaire Raymond Barre, d'abord parce qu'il est reconduit, ensuite parce qu'il y a la tentative donc de reprendre l'initiative, et puis enfin parce que je crois que, sans trahir de secret, on peut dire que Raymond Barre était assez agacé, pour ne pas dire exaspéré, par les tensions perpétuelles qui existaient entre tel et tel ministre, entre telle formation et tel ministre, qui trouvait que c'était beaucoup de gâchis, beaucoup de temps perdu, beaucoup d'énergie dépensée pour rien, et qu'il estime certainement que ça a des chances de mieux marcher comme ça. Alors justement, ce gouvernement dégagé des partis politiques, est-ce que ça veut dire que c'est le glas de messieurs Poniatowski, Le Canuet, Bichard? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une tendance, au fond, qu'on avait pu apercevoir depuis 1974 notamment, et qui consistait à ce que les leaders de partis politiques soient en même temps des ministres avec des attributions. Et que c'était certainement une raison de complication dans les relations de la majorité, c'est-à-dire que quand un ministre d'État parlait, il parlait comme ministre d'État, il parlait un petit peu comme leader de partis politiques, et que ça compliquait les choses incontestablement, et qu'au fond, chaque formation de la majorité en voulait un petit peu au ministre d'État des autres formations de la majorité. Alors, on peut penser qu'il n'y aura plus de ministre d'État à la fois comme leader des partis politiques et en même temps avec un portefeuille ministériel. Et vous vous engagez, ça veut dire que demain ils ne seront plus ministres? Écoutez, on s'engage. Non, on ne s'engage pas, puisque c'est demain que théoriquement je pense qu'on aura la liste, mais a priori, la logique devrait être que ceux qui incarnaient les formations politiques dans le gouvernement n'aient plus de portefeuille, puisqu'aussi bien maintenant, les ministres doivent être choisis en fonction de leurs compétences dans un secteur donné. À moins qu'ils démissionnent de leur fonction à la tête d'un parti. Absolument, c'est encore imaginable. Dernière question, Alain Duhamel. Est-ce qu'à votre avis, ce discours, cette allocution est de nature à plaire à Jacques Chirac? Parce qu'il faut bien compter avec le président du RPR. Bien entendu. Écoutez, je crois qu'il y a 2 aspects, si vous voulez. Bon, d'une part, le président de la République fait 2 choses qui doivent être agréables à Jacques Chirac. La première, c'est qu'il l'a cité de façon au passage, comme Raymond Barre. Oui. Et la seconde chose, c'est que justement, en essayant de supprimer ces équivoques entre le gouvernement d'une part et d'autre part les animateurs des formations politiques, ça doit satisfaire Jacques Chirac. En même temps, il faut aussi reconnaître que dès son premier commentaire en Conseil des ministres suivant les municipales, puis en changeant de gouvernement, c'est-à-dire en demandant à M. Barre de diriger un nouveau gouvernement, incontestablement, Valéry Giscard d'Estaing veut aussi montrer que c'est lui qui a l'initiative, que c'est lui qui détermine la stratégie, et je pense que personne ne me croirait si je vous disais que c'était un hasard, que tout cela se passe avant l'audience qu'il accorde demain à M. Jacques Chirac. Eh bien, on attend demain. Et pour en terminer avec l'actualité politique, Antenne 2 est en mesure de vous révéler l'indice des prix de février, 0,7%, indice alourdi par les tarifs, l'augmentation des tarifs des dentistes et le prix des produits pétroliers, un indice qui, malgré cela, semble satisfaire le gouvernement. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Par ailleurs, la CGT et la CFDT demandent le relèvement du SMIC à 2200 francs. L'étranger, maintenant, eh bien, tous les regards sur Moscou. Léonid Brejnev y reçoit le secrétaire d'État américain, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, Cyrus Vance. C'est un test capital pour la détente, puisqu'il doit y être question tout à la fois des droits de l'homme et de la limitation des armes stratégiques. Test pour les rapports Est-Ouest, car depuis 2 mois que Jimmy Carter est au pouvoir, Washington n'a guère ménagé Moscou, et il était intéressant de voir comment Léonid Brejnev allait accueillir Jimmy Carter. Cyrus Vance, pardon. Les entretiens soviéto-américains ont-ils bien ou mal commencé?
Bien si l'on tient compte que M. Brejnev s'est dérangé personnellement pour accueillir M. Vance, qui n'est que le ministre des Affaires étrangères de M. Carter, mal si l'on retient que M. Brejnev a commencé par admonester M. Vance, à qui il reproche les positions qu'a prises M. Carter en faveur des dissidents soviétiques. En vérité, ce qui intéresse avant tout M. Brejnev, et les Américains aussi d'ailleurs, c'est de reprendre les négociations SALT pour la limitation des armements stratégiques. Elles portent essentiellement sur les vecteurs, c'est-à-dire sur les moyens de lancer les armes nucléaires. Et ce qui complique tout, c'est que depuis peu, les uns et les autres ont fait des innovations. Du côté soviétique, le mystérieux bombardier baptisé Backfire, retour de flamme, et du côté américain, l'inquiétant Cruise, le missile de croisière. Entendu, des deux nouvelles inventions, ce n'est pas la soviétique que l'on connaît le mieux, elle reste encore très mystérieuse. En revanche, on en sait beaucoup plus sur le cruise missile. C'est un engin tout à fait étonnant, qui ne recherche pas le gigantisme, bien au contraire. Si vous voulez une image, les Américains ont essayé de jouer la souris contre l'éléphant, mais une souris sacrément inquiétante. Le missile de croisière, c'est un peu la version moderne des torpilles, mais avec une supériorité énorme. Sorti de l'eau, il devient une fusée capable de se diriger toute seule au ras de la cime des arbres, cela grâce à un radar intérieur et à un ordinateur possédant dans sa mémoire la carte du terrain qu'il doit survoler. Même si un nouveau bâtiment a été construit, même si un cours d'eau a changé de lit, le missile de croisière peut retrouver son chemin. Volant très bas, il est pratiquement indétectable par les radars ennemis. De plus, sa précision est fantastique, de l'ordre de quelques mètres. Il peut ainsi détruire une partie d'une usine d'armement sans toucher les populations civiles vivant autour. Dans le nez du missile de croisière, on peut placer une bombe atomique très puissante ou une charge explosive tout à fait classique. Enfin, dernière précision, le rayon d'action du missile de croisière peut être de 300 km ou de 3000 km, tout en volant à la même vitesse, celle d'un avion de transport civil à réaction. Toutes ces caractéristiques posent des problèmes insolubles aux diplomates chargés de comptabiliser les engins de mort des deux camps. Le missile de croisière est-il stratégique? Est-il nucléaire? Doit-il être compté dans les 2400 missiles de l'accord de Vladivostok? Les Américains disent non, les Soviétiques disent oui. Pour compliquer la situation, il existe plusieurs versions du missile de croisière. Après la version sous-marine de tout à l'heure, voici la version terrestre. À partir de ce bombardier B-52 est lancée l'ALCM, version larguée par avion du missile de croisière. Cela multiplie les possibilités d'action, mais aussi les tractations diplomatiques. Car une chose est aujourd'hui certaine, il est impossible de comptabiliser le missile de croisière dans les accords SALT tels qu'ils se discutent en ce moment à Moscou. Pourtant, il existe une solution. Signer un premier accord, dit SALT numéro 2, concernant les anciens missiles qu'on limiterait par exemple à 2000, puis discuter d'un autre accord, un SALT numéro 3, qui tiendrait compte des missiles de croisière comme celui-ci et des bombardiers soviétiques Backfire. Mais d'ici là, les techniciens des deux pays auront peut-être trouvé autre chose, plus puissant, plus terrifiant, d'où l'idée du président Carter, limiter à une toutes les 5 ans les nouvelles inventions d'engins de mort. C'est peut-être là le véritable premier accord vers un désarmement général. Jean-Charles Villequet, toujours en vedette. Le maquis de la procédure est ainsi fait que celui que l'on a considéré un moment comme l'ennemi numéro 1 n'a été jugé qu'à moitié la semaine dernière. Il n'avait été jugé que pour un délit, si j'ose dire, mineur, et qui lui avait valu 20 ans de réclusion criminelle. Mais le gros de l'affaire Villequet n'a commencé qu'aujourd'hui. Il s'agit de la fameuse prise d'otage de l'été 75, au cours de laquelle il avait enlevé au Palais de Justice de Paris un substitut et un président de chambre et blessé grièvement 2 gardes. Et cette fois-ci, Paul Lefebvre, il risque la peine de mort. Oui, c'était la chose impensable, l'exploit jamais réussi finalement pour les truands. Très rapidement, je vous raconte que sa femme avait été mise en liberté provisoire et que Jean-Charles Villequet avait été traduit devant la 14e chambre correctionnelle. On se demande d'ailleurs pourquoi on avait fait sortir un homme aussi dangereux pour lui faire répondre d'un simple vol de voiture. Toujours est-il que sa femme a pénétré dans la chambre d'audience en costume d'avocate. Elle avait une grenade dans la main, plus de revolver dans la poche. Elle a neutralisé en quelque sorte avec la grenade toute la salle d'audience en donnant les revolvers à son mari qui a menotté le président et le substitut et tout le monde est parti dans les couloirs devant les témoins, les gendarmes, les huissiers. 2 gendarmes ont d'ailleurs voulu s'interposer mais Villequet
au cours d'une scène d'ailleurs qui va être débattue. On va savoir exactement s'il a vraiment voulu tirer ou si par réaction il s'est défendu. Enfin, c'est un problème de fond. 2 gendarmes ont été blessés très très grièvement. Ils s'en sont sortis vraiment avec un coup de chance extraordinaire. Puis Villequet, toujours avec sa femme et les 2 magistrats, ont été descendus dans une voiture. Ensuite, il est allé se réfugier dans un parking de la rue de Belleville. Et puis, il a laissé les magistrats menottés au volant de la voiture et il s'est enfui. Voilà donc cette affaire sur laquelle nous reviendrons, Paul Lefebvre, car malheureusement nous n'avons pas le temps de beaucoup consacrer de nos informations à autre chose que la politique, car je vous rappelle l'essentiel du message de Valéry Giscard d'Estaing en début de journal. Le gouvernement Barre a démissionné, mais l'actuel Premier ministre est chargé de constituer demain le nouveau cabinet, plus restreint, plus gestionnaire, plus dégagé des partis politiques. Le chef de l'État a par ailleurs appelé à la cohésion de la majorité à partir d'un pacte majoritaire qui s'opposera donc au programme commun pour les élections législatives qui auront lieu à la date prévue dans un an. Alors tout de suite, Philippe Arroir, vous avez suivi les premières réactions. Il y a 4 réactions pour l'instant. D'abord, le Parti socialiste. M. Claude Estier estime que c'est un discours qui s'adresse en grande partie à Jacques Chirac. Le président a montré sa volonté de s'affirmer face à M. Chirac, dit-il, avec un langage très différent à l'égard de la gauche, dont il enregistre le succès. Mais nous sommes étonnés, ajoute M. Estier, d'entendre le président affirmer que la France redoute le succès de la gauche. Bernard Stasi, le centre des démocrates sociaux, a toujours dénoncé les méfaits de la division de la majorité et a toujours demandé que la majorité s'unisse. Il constate avec bonheur que le nouveau gouvernement sera chargé de présenter un programme où la famille et l'emploi des jeunes seront particulièrement mis en valeur. Réaction syndicale, celle de la CGC, les cadres de M. Charpentier. Le président de la République annonce un plan de 12 mois qui peut être très utile, dit M. Charpentier, mais il faut attendre de connaître ce plan avant de se prononcer. En matière d'emploi, remarque-t-il, il ne faudra pas se limiter aux problèmes des jeunes, mais créer des emplois nouveaux pour tous. Enfin, François Longue pour le mouvement des radicaux de gauche. Au lieu de ce discours qui traduisait son trouble profond, dit-il, M. Giscard d'Estaing aurait pu se contenter d'adresser une lettre à M. Chirac en prétendant que les Français l'ont approuvé et compris et qu'ils redoutent le succès de l'opposition. Le président de la République s'essaie vainement à démontrer l'absurde. Voilà d'autres réactions dans le journal de 23 heures. Merci Philippe Arroir. Ce journal se termine. La météo, comme chaque jour à la même heure, vous avez tous assisté à une véritable offensive du froid sur le pays, essentiellement sur le nord de la France. Il a même neigé très souvent, de véritables bourrasques, comme ce matin par exemple à Paris. Alors demain, même type de temps, des gelées matinales et un ciel variable dans l'après-midi avec éclaircies, nuages et averses de pluie ou de neige. Couvrez-vous bien donc et passez une bonne soirée, si possible à l'écoute d'Antenne 2. Votre prochain rendez-vous avec l'information est tard dans la soirée, vers 23h30. Betty Duro aura l'occasion de revenir sur les propos de Valéry Giscard d'Estaing, sur l'accident de Tenerife et sur le millionième visiteur de Beaubourg, déjà, que nous saluons au passage. Bonsoir, à demain.